Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre premier mercredi de l'histoire à la Haute-Saint-Charles de la saison 2025-2026. Alors, je me présente, je m'appelle Mario Lucier, je suis le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Je salue mes collègues du conseil d'administration qui sont dans la salle. D'abord, Denis Paul à l'arrière, qui est vice-président. On a Lucie Roy, qui était à la table à l'arrière, qui est notre trésorière, avec la secrétaire Francine Trudel à l'arrière également. On a aussi Bernard Poirier à l'arrière, Hugo Chouinard à la technique et Michel Turcotte ici à l'avant. Alors, merci à tout le monde d'être là. Et je salue aussi les gens qui nous regardent sur Zoom en direct. Alors, n'hésitez pas à lever la main virtuellement si vous avez des questions. Nous vous entendrons et nous allons répondre à vos questions à distance. Et également, si les gens nous écoutent en reprise sur YouTube, ça nous fait plaisir de vous savoir nous écouter. Alors, il faut dire ça aussi. Hein? Alors, les mercredis d'histoire à la Haute-Saint-Charles, j'explique un peu le concept. Il y a plein de nouvelles personnes ici ce soir que je n'ai jamais vues des mercredis de l'histoire. Il y a 16 ans maintenant, dans des réunions du conseil d'administration de mon organisme, il y avait des décrochages assez loufoques lors de discussions et je me suis dit, à un moment donné, il faut certainement canaliser cette énergie-là pour en faire quelque chose d'autre. Et c'est là que j'ai décidé de faire des conférences semi-interactives avec un thème et nous échangeons à l'aide de ce thème-là. Donc, ça fait plus de 100 fois que nous faisons des mercredis de l'histoire, toujours le premier mercredi du mois, 7 fois par année, octobre, novembre, décembre, février, mars, avril, mai. Puis, toujours des thèmes différents et toujours sur notre histoire locale. Alors, ce qui fait de nous, de notre organisme, un organisme unique. Parce que la bataille des plaines d'Abraham, ça nous intéresse. Bien sûr, je l'enseigne parce que je suis prof dans la vraie vie, mais certainement que notre histoire locale, c'est ce qui vous intéresse, que vous connaissez, que nous connaissons tous ensemble, ce qui nous permet d'échanger et d'améliorer notre connaissance de notre histoire locale. J'ai des messages à passer avant de débuter. Juste dire qu'à 20 heures, quand la bibliothèque ferme, la porte devient barrée. Alors, si jamais vous sortez parce que vous avez besoin d'aller prendre l'air ou quelque chose d'autre, vous allez être coincé dehors. Ayez quelqu'un avec vous qui va rester à l'intérieur, qui pourra vous réouvrir la porte. Ça nous est arrivé la dernière fois. On ne voudrait pas que quelqu'un d'autre, ça lui arrive. On ne dira pas trop qui, là, mais on va pointer avec le coude dans la direction de quelqu'un là-bas. Bien. C'était quoi mon deuxième message? Ah oui, c'est la fête à Claude Martel! Bonne fête, Claude Martel, à l'arrière! Oui! Un gars de Château-d'Eau qui a canoté sur la rivière, certainement, amplement. Alors, il pourra témoigner de ses expériences tout à l'heure, bien sûr. Alors, le fonctionnement des mercredis de l'histoire, c'est que je vous présente quelques pièces d'archives et on jase, d'accord? Et j'en profite pour organiser le jasage, pour vous dire que nous avons la famille Légaré qui est ici présente ce soir. Alors, quand j'ai vu Jean arriver, Jean Légaré, connu sous le nom de Cano, en fait, là. Je lui ai dit, hey Jean, c'est le fun que tu sois là, tu vas pouvoir expliquer des choses ce soir. Ils m'ont dit de ne pas parler, ils m'ont dit de me taire, les enfants. Alors faisons un milieu entre ça, là, puis on va trouver un équilibre, ça va bien aller. Euh, nous ne prétendons pas à la Société d'histoire tout savoir sur l'histoire des canaux légarés, mais je pense qu'à la gang, on a assez d'expérience pour pouvoir échanger sur l'histoire de cette compagnie, industrie importante de notre secteur, certainement en place depuis probablement 1908. On va dire ça comme ça. Hein. En tout cas, là, on va essayer de comprendre ça ce soir. Alors, je me lance, j'y vais. Je me jette à l'eau. Je vais vérifier si j'ai mon sifflet. Euh, ouais, prochaine diapositive. Oups, pardon, je suis allé trop vite. J'ai ma veste. D'abord et avant tout, pour comprendre pourquoi Cano Légaré est chez Cano Légaré à cet endroit dans la rivière,
faut comprendre une première chose, c'est-à-dire la prise d'eau. Alors, la ville de Québec va installer en 1854 un tuyau d'eau qui va prendre l'eau dans la rivière Saint-Charles et la faire descendre dans un gros tuyau par gravité jusqu'à Québec, à la suite des grands incendies des années 1840 dans les quartiers Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, mais aussi à la suite de grandes épidémies au milieu du 19e à Québec, notamment l'épidémie de choléra en 1832. Alors donc, on a besoin d'améliorer la salubrité publique et d'améliorer l'accès à l'eau pour éteindre les feux potentiels. Alors, c'est là qu'on réfléchit et qu'on se dit, bien sûr, Québec est importante, mais pour que Québec existe, il y a Loretteville au nord. Alors, ça prend l'eau de Loretteville, de Château-d'Eau pour améliorer la vie quotidienne à Québec. Alors, on installe donc la prise d'eau en 1854. On va déjà en 1847 faire un grand plan sur lequel on indique le lieu, le site du passage de ce tuyau d'eau, donc de Château-d'Eau, du secteur Château-d'Eau dans Loretteville, dans Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, jusqu'à Québec. Je vais vous le montrer tout à l'heure, le plan. Je vais vous en montrer un extrait de ce plan-là. Puis bien, à ce moment-là, un barrage est érigé vis-à-vis donc le bâtiment là, que vous connaissez aujourd'hui, qu'on appelle le Château d'eau, dans le secteur Château d'eau, la bâtisse construite en 1949, qui a l'air d'un château, dans lequel il y a des tuyaux, des pompes, puis des affaires de même. Alors, l'installation de ce barrage va changer le flot de la rivière Saint-Charles et rendre le secteur au nord du barrage canotable jusqu'au lac. D'accord? Parce que là, l'eau va être plus élevée et la rivière va être plus douce jusqu'au lac, plus égale. Je ne sais pas trop comment le dire, mais vous comprenez l'idée, là, hein? C'est ça. Je le mime, là, tu me comprends. À noter qu'avant la prise d'eau en 1854, le site était industriellement, et là je mets des guillemets, bien connu puisque des moulins assis se trouvaient en NT, excusez pour la faute d'orthographe, je me rends compte, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le barrage. La rivière avait probablement donc été déjà modifiée par l'humain avant le milieu du 19e siècle. À quel niveau, quelle importance, quelle grosseur de tuyaux pour alimenter en eau ces moulins assis? Là, ça, on ne le sait pas. On va peut-être être en mesure de le documenter éventuellement. Mais déjà, dès le tout début des années 1800, le site était déjà un site sur lequel on avait modifié la rivière pour, là j'ai mis entre guillemets, l'industrie. Même si on n'est pas encore dans un monde industriel, on va être frappé par l'industrialisation au Québec, au Canada, à la fin du 19e. On dit avec l'arrivée des libéraux au pouvoir en 1896 avec Wilfrid Laurier, Simon-Napoléon Parent au Québec en 1897. On s'en souvient. Ça ne sera pas à l'examen. On a ici un extrait du plan original de l'aqueduc en 1847. Donc, pour vous situer, j'aurais pu le mettre un peu plus grand, le découper un peu plus grand, là, mais on a entouré en rouge donc la dame, donc le barrage, si on veut. Merci beaucoup de traduire. Donc, le cours de la rivière Saint-Charles. On a aussi un petit peu plus au sud que le barrage. Là, vous voyez Freeman's Tannery. Ça, la tannerie là, était probablement où se trouve aujourd'hui le site de l'aréna de Loretteville. D'accord? Donc, il y avait une grande amenée d'eau éventuellement qui descendait jusqu'à cette grande tannerie de Richard Freeman. Donc, Richard Freeman, personnage important au fin 19e siècle. Vous savez où est-ce qu'il habitait? Vous ne savez pas que c'est lui qui habitait là, mais vous connaissez sa maison. Il habitait dans la garderie La Turlute sur le boulevard Lormière, un peu en bas de Chauveau, à gauche quand on descend, une belle grande maison en pierre. C'était la maison de Richard Freeman. On le note comme étant un des plus grands propriétaires fonciers dans la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette à la fin du 19e siècle. Et là, ça y est, je décroche. Il était ami avec Henri Ross, entre autres. Henri Ross, qui avait la maison à côté du pont, là, qui traverse vers le village Juron, avec l'industrie à côté. Les deux ensemble vont financer la construction de la chapelle anglicane, qui date de 1919, et de l'école anglicane qui se trouvait derrière, qui est aujourd'hui démolie. Bon, je t'ai soufflé, ça y est.
Alors, donc, ce plan-là, la tannerie, le tuyau d'eau, là, en noir, là, vous voyez en noir là, qui s'en va vers la gauche, là, ici, ça, c'est le tuyau d'eau. On indique le dénivelé du tuyau, là. Quand je vous disais que ça descendait par gravité, plus on avance vers le sud, plus le numéro va être petit parce qu'on descend. Quelques petits trucs à noter aussi, là, juste ici, là, on est dans on est dans ce qu'on appelle Wendake aujourd'hui, donc le village Huron. Puis ici, vous voyez le mot hôtel. Pour vous situer, ben, cet hôtel-là se situait où se trouvait, il n'y a pas si longtemps, le Irving, au coin de la rue Racine, là, dans la courbe. Donc, c'était l'hôtel Saint-Amand de Alexandre Saint-Amand, maire de la paroisse jusqu'en 1906, de mémoire à peu près. On va dire ça de même. Voilà, donc ce plan-là est exceptionnel. Les Archives nationales du Québec l'ont en entier jusqu'à la rue de l'Aqueduc en ville. Vous me voyez venir? Et ben, c'est un plan prévu du tracé et on a le nom des propriétaires là, jusqu'en ville. Le nord est à droite. Curieusement, il n'est pas en haut. Des fois, ça arrive. Là. Le nord est à droite. Vous avez raison. C'est ça. Il faut se concentrer un peu, là, mais ça marche pareil. C'est bon? Pour vous montrer qu'il y avait d'autres industries avant 1854, bien, on a ce plan-là sur lequel on voit à peu près rien. Il n'est pas là. On va dire ça de même. L'autre est un peu moins pire. C'est deux plans à la suite de l'autre. Le premier de 1819 et le deuxième de 1853. On voit la rivière Saint-Charles qui coule ici. Et on a une île ici au centre de la rivière. C'est juste un peu plus bas que chez vous, Canot-Légaré. Vous autres, vous êtes ici, là, Canot-Légaré, à peu près. Là. Hein? Donc ici, là, on va construire éventuellement le barrage en 1854 pour retenir l'eau. Et vous voyez, bon, vous ne le voyez pas, mais croyez-moi, là. Ici, là, cette petite bâtisse-là, c'est écrit dessus Sawmill. Alors, c'est le moulin assis qui se trouvait donc déjà sur le terrain de la rivière, juste en bas là, de la prise d'eau, de Canot-Légaré, sur le terrain de la prise d'eau, en 1819. Puis la carte suivante, on voit à peu près la même chose en 1853. La date est indiquée ici, juste en dessous de l'endroit où la souris a grignoté le plan. Et on voit l'île qui n'existe plus aujourd'hui, donc juste en bas de chez Canot-Légaré. Et on voit donc Rivière-Saint-Charles. Et là, il y a ici un autre moulin, un moulin assis également, qui se trouvait celui-ci sur la rive est de la rivière Saint-Charles. D'accord? Alors déjà, l'humain avait travaillé la rivière à ce moment-là, 1819, il y a 200 ans, pour utiliser le pouvoir de l'eau pour couper des planches pour les constructions de maisons autour. Là. Faire des canaux, peut-être, en tout cas, je ne sais pas si on fait des canaux avec un moulin assis, aidez-moi quelqu'un. Peut-être pas, en tout cas. Alors, ouais, c'est ça. Fait que deux vieux plans antérieurs à la période qui nous intéresse. Dans les sources que j'ai utilisées pour la présentation de ce soir, il y a entre autres 150 pages de documents notariés qui nous ont été fournis par la famille Légaré et que j'ai regardé un peu parce que c'était beaucoup d'affaires là, quand même. Puis, je suis tombé et j'ai accroché entre autres sur un plan qui date de 1935 et qui est exposé ici à l'avant à droite dans un des deux cubicules, isoloirs pour aller voter, je ne sais pas. Alors, en tout cas, celui à droite. Alors, j'en ai fait un extrait en ligne, il date de 1935. Et on voit un peu mieux sur ce plan-là, en fait, puisqu'on voit, en fait, l'île ici. Donc, et ce qui est écrit ici, là, dans ce petit chenal d'eau-là, c'est écrit Vieux Chenal. D'accord? Alors, évidemment, aujourd'hui,
ce vieux chenal-là, il existe plus ou pas beaucoup, on va dire ça de même, parce que quand on le regarde sur la carte interactive de la Ville de Québec, on a fait l'exercice, Hugo et moi, on voit encore que c'est un peu humide, je pense, on va dire ça de même. Puis il y a encore une espèce de pont de fortune là, qui est visible en fait par la carte interactive de la Ville de Québec. Puis ce terrain-là, aujourd'hui, appartient à la Ville de Québec. Donc là, je ne pourrais pas dire à partir de où exactement, mais peut-être à partir de la ligne du Vieux-Chenal, incluant l'île d'aujourd'hui. Puis là, ben, on voit là, ici là, le barrage. Vous voyez le barrage de la prise d'eau? Oui, c'est ça, une belle ligne droite de même, c'est un barrage. Puis, ben voilà. Alors, donc, en 1935, ça coulait encore visiblement. L'île existait encore, du moins, on l'avait noté sur le plan d'arpentage. On disait que c'était un vieux chenal qui coulait. Voilà. Intéressant ici, on a le boulevard Valcartier ici, là, dans le bas de la carte. Là, donc, le nord se trouve à gauche, ce coup-là. Oui, c'est ça, la rose des vents là, mais vers la gauche, on va dire ça de même. Puis, ce qui est intéressant ici, là, c'est que l'île apporte le numéro 1034A. Ça, c'est un numéro de l'eau. Hein? Le cadastre, le territoire de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette est divisé en 1521 lots. C'est vrai? Oui, je sais. Qui ont eux-mêmes des subdivisions. Alors, le lot 1034 a eu une division qui s'est appelée A. Et A incluait entre autres l'île, le terrain ici, voisin de Canot, et aussi le petit chemin qui commence ici, au boulevard Valcartier, et qui descend pour donner accès à ce terrain-là, qui existe toujours aujourd'hui. Donc, en face de la rue du Golfe, quand on arrive à Valcartier, on arrive sur du Golfe, au bout complètement à Valcartier, en face de nous, il y a une genre de passerelle piétonnière. C'est ce chemin-là. D'accord? Alors, 1034A, c'est écrit dessus route pour le bout de chemin. C'est écrit dessus route. Alors, ce plan date de 1935. Ça va? Bon. Je m'auto-fais rire au moment de l'avance. Alors, on voit un peu la vue qu'on pouvait avoir. Cette vue date d'avant 1914. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, on a le barrage, on a le château d'eau, on a un genre de kiosque à gauche là, de festival d'été. Je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, donc, qui donne un peu une vision là, de vers où les gens en canot, vers jusqu'où ils pouvaient aller, jusqu'au barrage avant de passer par-dessus puis mourir dans les cascades. Alors, donc, c'est la vue qu'on avait. Donc, avant 1914, certainement cette photo-là. On en a une plus ancienne aussi, probablement, prise avec un stéréoscope. Pour un stéréoscope, vous connaissez ça, un stéréoscope? Un appareil avec deux photos, là, on met des cartes comme ça avec une photo double. Puis là, on avance, puis on recule ça quand on regarde dedans. Puis là, à un moment donné, quand on le place bien, là, on voit en trois dimensions. Vous avez déjà expérimenté ça dans vos vies, certainement? Société d'histoire, vous avez assez d'expérience pour avoir expérimenté ça. C'est ça. Les autres viendraient nous voir, on vous expliquera ça en détail la prochaine fois. D'accord? Alors, c'est une photo double prise par Alphonse Boivin, photographe qui avait son bureau de photographie au coin de Valcartier et des étudiants, avant qu'il y ait des étudiants, là. Mais quand même. Et la photo est d'avant 1913, ça on est sûr. Pourquoi? Parce qu'en 1913, c'est là que Loretteville va s'appeler Loretteville. Avant ça, on appelait ça le village de la Jeune-Lorette. Puis là, lui, Boivin, il indique Jeune-Lorette, Québec, donc c'est une photo d'avant 1913, c'est sûr. D'accord? Puis il a commencé en 1894, fait que c'est entre 94 et 13. Fait qu'on a un jeu de 19 ans. OK? C'est ça l'histoire. On est bon pour poser des questions puis estimer, mais des réponses sûres et certaines, c'est rare qu'on est capable. D'accord? C'est pour ça qu'on est là à soir. D'accord? On se concentre? Alors, on a une ici en 1914. En tout cas, du moins durant la Première Guerre mondiale. Parce que là, il y a des soldats de l'armée sur le toit du château d'eau et qui
publiait en fait cette photo-là sur des cartes postales qu'on envoyait à gauche, à droite, partout au Québec. Et là, si jamais il y avait un espion allemand qui recevait cette carte postale-là, il se disait, nous n'aurons pas besoin d'attaquer la prise d'eau de la ville de Québec parce qu'il y a des soldats qui la protègent. On le voit bien sur la photo. Hein? Alors, c'était de la propagande. Hein? Ça existait avant 2025. Tu me suis? Alors, sur cette photo-là également, on indique, prise par Boivin aussi, on indique Loretteville. Donc, à ce moment-là, on sait que c'est après 1913. De toute façon, c'est dans le contexte de la guerre, 1914 et plus. Ça va? Et on a rajouté le troisième petit bout sur la bâtisse du château d'eau. D'accord? Parce que dans les photos antérieures, il y avait juste deux petites bâtisses. Là, il y en a une troisième. Tu me suis? Ouais, c'est ça. C'est bon. OK. Super. Là, on a démoli ça. Puis en 1949, on a construit un château. C'est comme la thématique médiévale. C'est bon. On a quelques autres photos ici. Alors, toujours une photo de Boivin, le 3 août 1915 précisément, où on voit des gens alors que la rivière est probablement très basse, comme vous le voyez. Donc, un soldat, probablement ici, là, deux même, là, je dirais, et quelques personnes là, qui profitent de la vie dans. C'est le barrage, c'est certainement le barrage en arrière, donc l'eau est très, très basse. Je ne sais pas si on pouvait canoter cette journée-là. Là, les chances sont minces. Là. C'est en bas, c'est quand même en bas du barrage, donc ouais, c'est ça. Parce qu'on voit la maison à droite, qui était probablement, peut-être que je me trompe, là, mais la maison de la personne qui surveillait. Non, c'est pas elle, hein? Ouais, c'est ça. Je pensais que je me trompais aussi en commençant. Oui, oui, voilà. Allez-y, monsieur Beaulieu, Gilles de son prénom. Oui, on le sait pas. C'est ça. Je vais vérifier, je vais vous le dire la prochaine fois. Alors, la villégiature. Donc, on s'en vient vers les canaux, là, vous le comprenez bien? Alors, si on a ce secteur-là, puis tout ça, bon, ça, c'est une chose techniquement, comment c'est organisé, comment la prise d'eau est venue changer la géographie du territoire, là, on le comprend bien. Donc, la villégiature, le secteur de Château-d'Eau, qui deviendra une ville indépendante de Loretteville en 1926 jusqu'en 1965, donc pendant à peu près 40 ans, est reconnu pour être un secteur de villégiature. Il y en a d'autres, hein, dans la Haute-Saint-Charles, Val-Saint-Michel, il y avait des maisons louées là, dans Sainte-Geneviève, là, un peu partout là, sur le territoire, au lac aussi. Donc, la proximité de la rivière est clairement un élément favorisant cette activité bourgeoise de loisirs. Des terrains de tennis, un golf. En 1920, on va avoir un golf à Loretteville. Hein, on a fêté son centième durant la pandémie. Donc, 2020, 1920. Des maisons d'été pour les bourgeois de Québec sont toutes des traces, dès le 19e siècle, de cette réalité. Le canotage viendra clairement ajouter à tout ça parce que la géographie, modifiée par les humains, a fait en sorte que c'était possible. On se comprend bien? Il y a plein de personnages importants qui ont vécu ici en villégiature, notamment la famille du premier ministre du Québec, Pierre-Joseph Olivier Chauveau, hein, qui a habité dans la maison qu'on voit quand on est sur le bord du pont du train à côté de l'aréna, de l'autre bord de la rivière, une maison mansardée. Là, il y en a qui disaient qu'ils se faisaient tirer par une madame qui habitait là, dans les années 60, qui tirait le monde avec un fusil à sel. Hein, ça vous dit quelque chose? Elle vous tirait du gros sel dessus? Ouais, ouais, j'ai entendu dire ça déjà. Alors, c'était dans cette maison-là que les Chauveau habitaient pendant l'été, au début du 20e siècle, les enfants du premier ministre du Québec. Peut-être pour ça que notre comté s'appelle le comté de Chauveau, qu'on a un boulevard Chauveau, que notre hôpital s'est appelé Chauveau. Hein? Tout est dans tout. À un moment donné, on comprend ça. Régional Chauveau, c'est ça. Ben oui.
Donc, le canotage viendra clairement ajouter à tout ça. J'ai ici un extrait d'un journal qui s'appelle L'Opinion publique, qui date du 13 juillet 1876. Castorville. On a déjà entendu ça, Castorville, comme étant comme étant un autre nom du secteur Château-d'Eau. OK? Castorville. Bon, il semblerait, selon la nouvelle, on va la lire dans un instant, que ce soit une résidence ou un domaine d'un personnage quand même important qui s'appelait Castorville. Et pourquoi ça s'appelait Castorville? Probablement parce que c'est une histoire de castor, là, on va dire ça comme ça. Alors, donc, lieu de villégiature de l'honorable Louis Panet. Alors, il est peu de résidences d'été autour de Québec qui soient plus agréablement situées que Castorville. Pour ma part, j'avoue qu'aucune ne m'offre autant d'attrait. L'amabilité, l'affabilité, l'exquise délicatesse du propriétaire et de sa fille, Madame Larue, y ajoute encore au charme de la nature. Lorsqu'un ami me vient de loin, je ne manque pas de l'y conduire. Il en revient toujours enchanté. M.L.O. David. Je crois que c'est Louis-Olivier David, avec qui j'ai fait une excursion sur la rivière Saint-Charles jusqu'au lac du même nom, il y a environ 2 ans, ne tarissait pas d'admiration sur la beauté du site de cette solitude. Alors déjà en 1876, on était capable de se prendre un canot, d'aller jusqu'au lac, de profiter de la nature et du charme et de l'affabilité de la fille du propriétaire. Il y avait un petit kick, puis il y avait la nature aussi qui n'était pas pire, là, mais je pense que la fille a joué. Donc, 1876, déjà, on a une trace écrite de on est en villégiature, on vient passer l'été ici, on se prend un canot, on en profite, on va jusqu'au lac, on doit revenir aussi, j'imagine, c'est ça. C'est combien de kilomètres pour aller au lac? 12, donc 24 aller-retour. C'est pas pire, hein? J'ai déjà fait ça une fois, moi. Une fois. Je l'avais emprunté. Puis quand j'étais arrivé le lendemain matin, il y avait salut bonjour sur la plage. C'est ça, je m'en souviens. C'est un beau moment. Alors, quand Chicago investit à la jeune Lorette, coup de théâtre, c'est là que je vais vous apprendre quelque chose. Ça, c'est surprenant. Concentre-toi, Société d'histoire, ça va bien aller. Joachim Reed et Emma Giroux. Donc, les 2 premiers propriétaires, les lanceurs de la compagnie Canot Légaré, là, il faut que je me concentre, les arrières de Jean, les arrières de Benjamin et de tous les autres. C'est eux autres. Joachim Reed, connu aussi sous le nom de Paul, non, mais en tout cas, je reviendrai. Joachim Reed et Emma Giroux. Ils se sont mariés, je me suis trompé dans ma phrase, à Chicago le 20 août 1894. J'ai écrit à Benjamin cette semaine. Y a-t-il quelqu'un dans ta famille qui sait ça? Ils m'ont dit non. Je dis pourtant, c'est ce qui est arrivé. Elle était originaire de l'État de l'Illinois, aux États-Unis. D'accord? Elle y était née en 1874. Et lui était né en 64 à Châteauguay, au Québec. Là, je ne suis pas rendu à l'étape de comment ça se fait qu'ils sont allés se marier à Chicago, d'accord? Mais ils se sont mariés à Chicago en 1894, d'accord? Elle avait 20 ans, il en avait 30, d'accord? Puis là, comment et pourquoi, là, un moment donné, on va finir par le savoir peut-être bien, là. Ils se sont retrouvés dans la banlieue nord de Québec au début du 20e siècle ou environ, certainement au début du 20e siècle, peut-être à la fin du 19e, je ne le sais pas précisément encore. Donc, au plus 11 ans après le mariage, ils se retrouvent dans la région de Québec et sans doute en villégiature à la Jeune Lorette, qui deviendra donc Loretteville en 1913.
Joachim Reed, deviendra aussi le premier maire de la ville indépendante de Château-d'Eau en 1926. D'accord? La ville de Château-d'Eau a commencé à exister en 1926 et il en deviendra le premier maire. Oui, Vincent Savard. Il était dentiste. Ouais, c'est ça qu'on indique dans son peut-être. Parce que pour soigner des dents. Il y en avait d'autres, là. On en connaît d'autres, des dentistes à Loretteville, mais ouais, c'est ça. Comment? Volez-moi pas de punch, s'il vous plaît. Alors, on trouve une trace de Joachim Reed à Québec en 1905, même à Loretteville en 1905, même si ça ne s'appelait pas encore Loretteville, vous comprenez. Dans Le Soleil du 18 novembre 1905, dans un article qui s'intitule Joyeuse agapes des forestiers de Saint-Ambroise. Le banquet à la Jeune Lorette en l'honneur des forestiers canadiens, le 15 novembre au soir, a eu lieu dans les magnifiques salles de l'Hôtel Lorette. Je t'en ai parlé tantôt de l'Hôtel Lorette, le Irving. C'est là que ça se passe. Pour cette fin, il s'était formé un comité spécial de la Cour des forestiers canadiens de Lorette, lequel se composait comme suit. Dr. Louis Leclerc, Dr. J. Reed. Donc, il était là en 1905, le 18 novembre. Non seulement il était là, mais c'était un forestier canadien. Qu'est-ce que ça fait, un forestier canadien? Là, je ne le sais pas. C'est ça. Mais je trouve que c'est une étiquette éclatante, un forestier canadien. J'aime ça. Mais en tout cas, on le trouvera peut-être à un moment donné. Là, et parmi les autres personnes qui se trouvaient là aussi, Charles Pajot, Joe Linto, Wilfrid Cardinal, Émile Brunette, Rosario Roy, Honoré Sans Façon. Ce comité s'est occupé activement de l'organisation des banquets. Après ça, on continue à parler. Là. Ouais, puis c'est ça. Là. Puis lui, ici, on fait la liste des officiers des forestiers canadiens. Hein? Parmi eux, ben, il y avait le docteur Joachim Reed, qui était le vice-chef. Hein? Est-ce que Jean Légaré savait que son arrière-grand-père était vice-chef des forestiers canadiens? Pas ce bout-là. C'est ça. Vice-chef trésorier, rien de moins, quand même. C'est ça. Alors, et on continue, là, blablabla, à raconter un peu ce qui s'était passé. Là. Il y a eu des santés. Cyril Renaud était là. Ici, là. Réponse par le docteur Girid à la tribune Huron. Fait que tout le monde se répond d'une table à l'autre en se faisant des santés. Puis ça, puis Joachim Reed, ben, c'est un personnage actif dans cet organisme-là, qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils font. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il était ici en 1905. D'accord? Bon, là, tantôt, je t'ai écrit peut-être en villégiature, là. En tout cas, laisse ça en suspens. Il y aura d'autres infos là-dessus qui viendront tantôt, là, parce que là, j'ai d'autres traces de Joachim. Bien. On le retrouve aussi, le Joachim Reed, dans l'annuaire Marcotte. Ça, l'annuaire Marcotte, c'est comme un annuaire, hein, essentiellement. C'est ça. C'est une liste de noms de personnes, puis des métiers qu'ils font par secteur, hein, par adresse. Là. En ville, à Québec, on a les adresses. T'sais? Mais ici, il n'y a pas d'adresse. Puis, hein? On a les emphysettes, oui, il reste à rue Verrette, on sait c'est où. T'sais? Pas besoin d'adresse, tout le monde sait où habite tout le monde. Bon. Fait qu'on fait une liste du monde à Saint-Ambroise, comme tu vois en haut, là, des gens qui habitent. Là, j'ai découpé là, pour que tu vois le Saint-Ambroise dans l'eau et tu vois ici en ordre alphabétique, Reed, docteur J, dentiste. Donc en 1908, donc toujours en progression dans le temps, Joachim Reed, futur créateur des canaux Légaré, était présent en 1908 et il habitait, je mets des guillemets, à Saint-Ambroise. Alors, regarde le métier des autres, là. Hein? Ça va bien te démontrer qu'il n'était pas nécessairement dans le même groupe social que les autres en général. Alors, regarde le métier, le journalier. Bon, Arthur Gagnon était comptable au département de la colonisation des mines, des pêcheries, des travaux publics et du travail, hein, quand même. Après ça, tailleur de cuir, journalier menuisier, maçon, cultivateur. Puis en haut à droite, tu as un nom qui est spécial, il est quand même poseur d'aqueduc.
Johnny Pajot, ça, c'est dans le tuyau. C'est le tuyau, c'est le tuyau. C'est ça. C'est ça. Ouais. Pierre Parent, c'est chez vous, ça, Denis, Pierre Parent? C'est l'arrière-grand-parent de Denis. Je savais qu'elle allait avoir d'autres mondes qu'on connaît ici à soir. Oui, Garneau aussi. Jacques Garneau, journalier, l'autre arrière-grand-père. Ouais, c'est ça. Bon. Un charron. Oui, un charron, c'est celui qui euh, répare les roues des charrettes. C'est ça, il faut que je me concentre. Alors qu'un charretier, c'est quelqu'un qui fabrique des charrettes. Alors, précisément, fabriquer une roue, c'est un peu plus compliqué, c'est une spécialisation. Oui, peut-être aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Le journalier, lui, c'est comme l'homme à tout faire. Hein? Ça, c'est ça. C'est ça. Il y en a une qui était veuve ici. Veuve Léon Racine. Ça, c'est la famille Racine de la maison Racine-Trudel, soit dit en passant. Alors ici, on a, et ça vient du fond de la famille Légaré, l'achat du terrain en 1908. On dit, on dit que Cano Légaré existe depuis 1908. Lorsqu'il y a eu les fêtes du 400e, ben, c'était le 100e de chez Cano Légaré en même temps. D'accord? Alors, parce que Joachim Reed achète le terrain chez vous en 1908. Alors, on voit un extrait de l'acte de vente, d'achat. L'an 1908, le 21e jour du mois d'août, devant Jacques-Édouard Plamondon, notaire public résident et pratiquant à Québec, a comparu Maître Cyril Renaud de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, notaire. C'est le notaire qui vend le terrain. Ah ben, il verra. Lequel, par les présentes, a vendu avec garantie contre tout trouble quelconque à M. Joachim Reed de la même paroisse. Ah ouais, ça, c'est bizarre, parce que tantôt, je vais te montrer d'autres choses, là. Tu sais, j'arrive presque à me scooper, là, mais je m'en retiens. Hein? Donc, dentiste, présent et acceptant les immeubles suivants. Un morceau de table mesurant 3 arpents de front sur 3 arpents de profondeur, plus ou moins mesurant anglaise. Blablabla. Hein? Alors, les voisins étaient Uséric Chartré et Jean-Baptiste Martel. Uséric. C'est la personne qui habitait sur mon terrain. Chez vous? Oui, c'est vrai, je me souviens. Oui, Uséric Chartré. Ouais, je me souviens de ce gars-là. C'est vrai que c'était un spécial. On s'en souvient, on a déjà vu rencontrer ce gars-là. Bon, on ne l'a pas connu, là. Quand je dis rencontrer, là, il est mort à peu près en 1933. Tu sais, quand on est en histoire, on rencontre plein de morts, là, au quotidien, mais on les connaît, là. C'est un peu ce que je veux te dire. C'est ça. Donc, 1908, fondation, du moins achat du terrain, là. Est-ce que, et là, je pose une question au légaré. Est-ce qu'en 1908, le 22 août, le lendemain, est-ce que déjà on mettait un canot sur la rivière? Qu'est-ce qu'on sait? Peut-être qu'il y en a. C'est ça. Oui. Il n'achète pas juste un terrain, il achète aussi, peut-être, probablement, le fonds de commerce. C'est ça. C'est ça. 3 arpents, là, c'est à peu près 192 pieds fois 3. Ouais, c'est ça, quand même. Pas 57 mètres, là, aussi, ouais, c'est ça, à peu près. Oui, non, c'était à d'autres mondes. Puis ces cabanes-là, a priori, étaient probablement des cabanes à usage un peu privé, là. Donc, c'était pas un endroit. Oui, oui, c'est ça, un cabanon, là, essentiellement. Non, non. Alors, on me dit qu'il y a une question de la salle. Ah, de Hugo. Oui, Hugo. Le micro-terrain qu'on avait utilisé, c'était à Louise Légaré, qui, on avait posé des questions. Ouais, la sœur, ouais, c'est ça.
Parce que, sauf erreur, je pense que cette Louise Légaré était liée au Faber. C'était donc la famille Faber qui, eux aussi, vont fabriquer des canaux. Donc, les Légaré, les Faber, les canaux, les mêmes Faber là, que les gants. Oui, c'est ça. C'est un même gang-là qui avait des terrains là, du côté est de la rivière, si je ne me trompe pas. Et qui, ben, c'est ça, c'est les Faber qu'on connaît là, encore aujourd'hui. Là. L'usine de raquettes, tout ça, ouais, c'est eux autres. Vincent Savard. Borné en front vers le nord-est par la route Valcartier. Ah ouais? De- donc, il serait de l'autre bord. Ben là, je ne l'ai pas au complet, là, mais il faudrait le lire au complet. Oui, il est là-bas, on l'a exposé là-bas, en tout cas. Il est là. Hein? Mais c'est une belle observation de M. Savard ici. Euh, oui, mais il y a un deuxième lot après, là. C'est ça. Là, je ne l'ai pas mis, là, parce que. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est probablement lui. Il était de chaque côté du chemin de Valcartier, probablement, là. Ça dit dans le numéro 2 que je n'ai pas découpé parce que je voulais garder où on écrivait Joachim Reed. C'est ça. Vous me comprenez? Et là, je vais enfin répondre à ma question. Là. Ouais. Dans le recensement de 1921, au Canada, on fait un recensement à chaque première année de décennie, à chaque année 1. Donc, on fait ça depuis 1871 au Canada moderne et antérieurement, on le faisait également. Donc, en 1921, on fait un recensement et là, on est dans un quartier de Québec qu'on appelle Jacques-Cartier. Alors, c'est probablement dans le quartier Saint-Roch, j'ose croire. Puis, Joachim Reed habitait au 25 des Fossés. D'accord? Alors, avec Emma, sa femme, Emma Giroux, de Chicago. Les enfants Estelle, Antoinette, William, Rodrigue, Jeanne, Paul, Madeleine, Marcel, Jean. C'est pas Jean, là. C'est pas Jean ici. Non, non, non. Concentre-toi, Société d'histoire. C'est 1921, là. Quand même. Hein? Ah, comment? Ça conserve la rivière. Alors, 1921, euh, il habitait à Québec. Donc, il se déclare dans le recensement à Québec. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est qu'il venait probablement l'été ici, puis que lors du passage du recenseur, du recenseur, de l'énumérateur, il était en ville. D'accord? Et c'est ça, Château-d'Eau. Hein? Les gens habitaient à Québec et venaient passer l'été ici. Là, j'avoue que je n'ai pas regardé précisément la date du recensement, mais c'est souvent en avril. Parce qu'à l'époque, on déménageait le 1er mai. Hein? Alors, en avril, on était certain d'avoir tout notre monde à sa place. Puis là, quand on déménageait le 1er mai, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Ça mélangeait les enfants pour l'école, puis tout ça. C'était mieux le 1er juillet pour oublier d'autres choses, le 1er juillet. Fait qu'on s'est dit, merci Lucie. Alors, en avril, on recense. Fait que lui, en avril, il ne vient pas là, dans la neige qui fond, puis dans la bouette, puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il habitait en ville. 1er juin. Il est 1er juin. Ah, quand même! Ça vient un peu fausser ce que je suis en train de vous dire. Mais probablement qu'il était en ville quand même parce que les enfants devaient aller à l'école de toute façon. Oui, c'est ça, l'énumération. En tout cas, il faudrait vérifier. Oui. Wellé. William Wellé. Donc, le Wellé, le grand-père. Non, c'est pas lui. Eh,
Ben oui, c'est ça, je le sais en plus, là, vous m'avez mélangé tout le monde collectivement. Oui, parce qu'eux autres ils s'appellent Reed. C'est Reed qui vont se marier avec l'égaré. C'est là que ça devient l'égaré. C'est ça. Oui, ben c'est ça. J'y viens. Justement, c'était ma prochaine diapo, là, hein, c'est ça. Alors, dans le soleil du 11 avril 1925, c'est là que ça se passe, là. Tu vois, là, ça arrive comme ça. Reed, l'égaré. Attention. Oh! Ça va, OK? Concentre-toi. Alors, on annonce, là, on ne voit pas bien parce que c'est très gros, là, mais le 11 avril 1925, il y a 100 ans, on annonce pour le 27 courant, donc le 27 avril, le mariage de Mademoiselle Antoinette Reed, fille de M. le docteur J. Joachim Reed, à M. Welley Légaré, fils de M. Alex Légaré. C'est là que là, ça va devenir Cano Légaré. D'accord? En 1925, dans le soleil. On l'annonce comme ça. Oui? Elle est née en 1927, Légaré. Oui. Avec le grand-père de dépasser ses étés. Alex? C'est comme ça que Donc, eux aussi, les Légarés, venaient villégiater, ça se dit-tu, durant l'été. Puis c'est comme ça que les Reed et les Légarés se sont sans doute rencontrés. Alors, j'avoue, je n'ai pas épluché le Alex Légaré, là, mais ça va. OK, super. Alors, donc voilà. Reed. Puis là, on est 27. L'année suivante, après avoir célébré le mariage, Château-d'Eau va faire sécession. C'est là qu'on va créer la principauté de Château-d'Eau. Hein? Et que son premier maire va être qui? Oui, oui, oui. Le gars de Châteauguay, hein, qui habite à Québec. le dentiste. Alors, Joachim Reed, l'année suivante, en 1926. Bon. Et là, Joachim Reed va mourir. Le 22 mars 1937, on fait on souligne en fait le décès et les funérailles de Joachim Reed dans le journal L'Événement, le 22 mars 1927. Alors, les funérailles du docteur Joachim Reed, décédé, là j'ai dit 27, hein, c'est 37, je suis désolé, vous avez bien eu. Donc, décédé le 16 mars, ont eu lieu en l'église Saint-François d'Assise. Monsieur l'abbé Dubois chante le service. Et là, vous ne voyez pas très bien, je peux vous en lire un petit bout. Les funérailles de M. le docteur Joachim Reed, décédé le 16 mars à l'âge de 73 ans, ont eu lieu jeudi. Un dernier et touchant hommage a été rendu à sa mémoire. Le service fut chanté en l'église Saint-François d'Assise. Une foule nombreuse a accompagné la dépouille mortelle de la résidence à l'église. M. l'abbé Savard a fait la levée du corps. M. l'abbé Eudore Deblois, vicaire à Jacques-Cartier. Je te l'ai dit tantôt que c'était écrit de quartier Jacques-Cartier pour sa maison, là. Et cousin du défunt a chanté le service assisté de M. l'abbé Quentin et d'autres. Durant la cérémonie funèbre, c'est là que ça nous intéresse. Là. Puis là, attends un petit peu. Ils vont dire au camp, monsieur le curé. Ah, c'est là que, ouais. Conduisant ici, là. Conduisant le deuil, ses fils, messieurs le docteur Léonide Reed, William, Rodrigue, Paul et Jean, ses gendres, mesdames, messieurs, Rosaire La France, Welley Légaré, le docteur Odilon Maheu, ses petits-fils, François Reed, Henri Légaré, mon père, vrai, Henri Légaré, Roger Lafrance, ses neveux, Félix Reed, Joseph Chèvrefils, ses cousins, et là ça continue, Joseph Lallier, Henri Lallier, l'abbé Deblois, Rodolphe Deblois, avocat, et Gide Deblois. Là, on a des Giroux aussi. Giroux, Chicago, tu t'en souviens? Qu'est-ce qui est arrivé avec les Giroux? Alors, il y en a. Joseph Giroux, J.R. Giroux, Asa Giroux. Il y en a d'autres. Ubald, Andrea, etc. Il y a plein de monde. Puis dans le cortège, on remarquait les échevins de Château-d'Eau, M. Tivierge, Grenier, Boiteau, Duchesne, Maurice Barthes, connu sous le nom de Rue aujourd'hui. Hein.
etc., etc., et d'autres personnes. Donc, l'inhumation eut lieu au cimetière Saint-Charles. À la famille en deuil, le journal L'Événement réitère ses plus vives sympathies. Alors donc, Joachim Reed, dentiste, bourgeois de Québec, villégiateur à la Jeune Lorette, premier maire de Châteaudoux et propriétaire foncier et propriétaire d'une cabane à canot qu'il a lancée ou continuée dès 1908. Donc, personnage quand même assez important pour en faire un article dans le journal à la suite de son décès. Voilà. Est-ce que vous aviez déjà lu cet article-là? Non, je suis content. Quand il y a des affaires que le monde n'a pas vues, que je trouve, je suis content. Alors, évidemment, décès de Emma Giroux, beaucoup plus tard, c'est quoi, 24 ans plus tard, le 2 novembre 1961. Alors, je dois avouer que j'ai demandé à mon frère Guy, Jean, il est né en quelle année à peu près, là? Il l'a-tu connu, tu penses? Finalement, on a conclu que non. Oui, c'est ça qu'on disait, il n'y a pas de souvenir. Alors, décès d'Emma Giroux dans l'Action catholique le 2 novembre 1961. Donc, décès de Mme Veuve Joachim Reed, quelqu'un qui n'a pas de prénom, là, c'est ça, Mme Veuve. Alors, c'est avec regret que nous apprenons la mort de Mme Emma Giroux, épouse de feu le Dr Joachim Reed, autrefois éminent dentiste de Québec, et demeurant à 266 rue Racine-Loretteville. Ici, on est à 264. C'est à côté. Oui, à côté. Le Dollarama. Mais c'était pas le Dollarama. Hein? Hein? Alors, êtes-vous capable de me dire c'était quoi? Les aubaines? Ben oui, je pense que c'est ça, hein? Ça appartenait à Reed. C'est eux autres. Fait que je pense que la grand-maman, là, elle habitait là, elle, 266. D'accord? Moi, c'est dans mes souvenirs les plus anciens de ma vie, être allé aux aubaines. On rentrait, puis en arrière, il y avait comme une deuxième section. Il fallait monter une marche. Je me souviens de ça. Ça puis Adrienne Savard, là, c'est dans mes plus vieux souvenirs. Aidez-moi quelqu'un, y avait-tu une résidence dans le commerce? Il habitait en haut deuxième, en haut? Ouais, c'est ça. Donc, Mme Reed est décédée à Québec le 30 octobre 1961 à l'âge de 87 ans et 4 mois. Elle laisse dans le deuil, là, c'est toute la même gang, là, essentiellement. Là. Hein, le docteur Léonide Reed de Québec, Willie Reed, marchand de Loretteville, Paul A. Reed de Loretteville, l'abbé Jean Reed, aumônier à l'école secondaire, Dominique Racine, il est aumônier à l'école secondaire Dominique Racine. Tu sais, quand je te dis tout est dans tout, hein? Dominique Racine, là, il est né sur la rue Racine, hein? Dans la maison démolie qui s'appelle la maison Racine-Trudel, au coin des Ursulines. La rue Racine s'appelle Racine à cause de Dominique Racine, son frère Antoine. Tout est dans tout. Hein? C'est ça. Ça, quand ça revient, même si c'est à l'examen, c'est sûr. Là. C'est ça. Je continue. Je me concentre. Donc, Dominique Racine de Chicoutimi, parce que Dominique Racine a été le premier évêque de Chicoutimi. C'est ça l'affaire. Donc, Rodrigue, marchand de Loretteville, ses filles, Mme R. Lafrance, Mme Rosa Lafrance, Mme Wallé A. Légaré, Antoinette Reed, Odilon Maheu, Madeleine Reed, Maurice Cloutier, ses belles-filles, Léonide Reed, Marc, plein de monde, là, jusqu'au bout de la liste. Ses enfants, ses nièces, cousins et cousines et petits-enfants. Donc, ça incluait Jean, parce qu'il avait 3 ans, ici présent. La dépouille mortelle de Mme Reed est présentement exposée à la résidence funéraire Arthur Cloutier et Fils, 1er avenue à Québec. Les funérailles auront lieu vendredi, le 3 novembre 1961, en l'église Saint-Ambroise de Loretteville et l'inhumation au cimetière Saint-Charles. D'accord, donc? Né à Chicago, habite à Québec, villégiate à Châteaudoux, funérailles à l'église de Loretteville, inhumation au cimetière Saint-Charles. Ça, c'est international, hein? C'est clairement. Alors, on voit une photo ici, là, de la pierre tombale dans le cimetière Saint-Charles. Je suis allé hier prendre la photo. C'est une blague. Donc, famille de Joachim Reed. Donc, docteur Joachim, 1864-1937. Emma Giroux Reed, 74-61. Madeleine,
décédé en 67, et Jean Reed, prêtre, en 1995. Pas de stress, entretien à perpétuité. D'accord? Ça va? Bon, on a ici, là, la carte de la région de Québec, des photos aériennes qui ont été prises en 1948 et qui nous montrent, en fait, le secteur. Là, je pense que je ne me suis pas trompé. En entourant en rouge, le lieu des canaux, en 1948. Donc, en 1948, il y a des avions qui ont survolé la ville de Québec, qui ont pris plusieurs photos, puis on a un collage de ces photos-là a été fait. Puis ben, cette carte-là est accessible en ligne, puis on peut la zoomer comme sur Google Maps un peu. Là, elle est zoomée au maximum, où on voit le site des canaux là, en 1948. On voit, donc pour se situer, le château d'eau, donc le vieux avant la construction de celui de 1949, là, qui était ici, celui avec les soldats dessus, là, c'est ça, on sortit le barrage. Donc, il y a ici l'île, le vieux chenal, là, quelque part, je ne sais pas trop. Donc, le site en 1948. Donc, on voit de l'autre côté, il n'y a rien, ou à peu près, là. On devine peut-être. Ouais, c'est ça. Ici, là? Ici, là? Ouais. Il y a comme un tracé. Je ne sais pas. C'est le genre d'affaires intrigantes qu'on n'est jamais capable d'avoir de réponse claire dans ce secteur-là. Là, en tout cas, c'est le sentier linéaire aujourd'hui là, qui passe de ce côté-là. Puis il y a la borne de l'armée là, que beaucoup de personnes là, voient dans le sentier et disent hey, c'est une pierre tombale. C'est ça. Puis, ben, également, là, il y a des citoyens qui ont retrouvé en passant en sentier linéaire le site de la première carrière, ben, de la carrière qui a servi en 1853 à construire le premier château d'eau. Donc, on a signalé cette découverte-là au ministère de la Culture. Puis, le ministère de la Culture est tout courant de ces découvertes-là. Il y a des outils qui ont été retrouvés là, également, tout près, là, quelque part. Là, je ne pourrais pas le dire exactement, là, mais à côté de l'endroit du château. Donc, oui, hop, hop, ben oui, un moment donné, on va le faire, là. Ouais, ouais, c'est ça. La carrière? On la voit-tu, Hugo? En tout cas, on peut la voir quand on circule dans le sentier linéaire, on peut la deviner quand on sait où. Monsieur Garipi? Ici, là? Ici? Hmm, pas sûr, là. Moi, je pense que le tennis, ce serait plus ça, peut-être. Ici, là. Le tennis est le plus proche du chemin, là. Je pense que ce serait plus le vert, là. Voilà. Tennis, villégiature, évidemment, ouais, on a deviné. Donc, on voit également le site en 1954. Donc, on voit le site sur une carte qui s'appelle le plan d'assurance. En 1954, on a tout le territoire de Loretteville et de Château-d'Eau, qui n'était pas Loretteville à ce moment-là. Donc, on voit toutes les bâtisses, c'est ça qui est intéressant. Là. Donc, on voit la bâtisse de la prise d'eau. Donc, cette fois, c'est le nouveau château. On voit le barrage. Intéressant ici à noter, là, c'est l'indication d'une piscine creusée. Donc, ça, c'est sur le domaine Alain, hein? Ouais, je ne me trompe pas en disant ça. On a une photo de ça tantôt. Elle est remplie. Elle est encore là, mais elle est remplie. Ah, ouais, ouais. De terre? Eh boy, ouais. Donc, c'est le domaine Alain. On va le voir sur une photo tantôt, là, la prochaine, dans les prochaines, je pense. Puis, ben, en haut, ici, là, c'est écrit
Boat House. Ici, là. Donc, sur ces édifices-là, sur le plan d'assurance de 1954, donc, cabane à canot. Hein, c'est ça que ça veut dire, boat house. D'accord. Ben, ici, boat house, là, clairement. OK. Il n'y avait pas de mur. Donc, oui, collé sur l'eau comme ça, là, ça dépassait quasiment même. OK. Ah ouais. Donc, voilà. Puis on voit là, ben, le tennis, on le voit indiqué là, ici, terrain de tennis, donc en haut de la pente là, qui descend jusqu'au canot, là, à l'entrée là, par Valcartier, le terrain de tennis, le stationnement aujourd'hui. Ça va? Ouais? Prochaine. Donc, on a aussi encore quelques. Là, on rentre dans la section photo. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se gêner pour commenter. Alors, on est un peu avant 1914 parce qu'il n'y a pas la troisième section du château d'eau. Donc, on voit le bateau avec la roue là, à aube. Probablement une chaloupe. Ici, des pique-niqueurs. Cette photo-là est assez connue quand même, là. Avec plein de gens là, au kiosque du festival d'été là, que je t'ai dit tantôt. Ici, en arrière. Ici, là? Oui, sans doute. Puis, ben, tantôt, j'ai évoqué la maison là, qui se trouvait à côté, là, qui n'est plus là aujourd'hui, là, du gardien de la, de l'institution. Là. Voilà. Non, Canot Légaré est plus haut, un peu. Donc, on n'est probablement pas bien loin du vieux chenal quand on prend la photo. Là. C'est ça. On est sur le vieux chenal là, de l'île là, que je t'ai montré tantôt au tout début. Là. Donc, on prend vers le barrage, vers le sud, si on veut. On est à peu près dans la pointe de l'île. Peut-être que la chaloupe est sur la pointe de l'île, certainement, parce que peut-être que ça, c'est le vieux chenal. Là. Tu OK? Ouais. Ouais, c'est vrai. Shit. Ben, c'est ça, avec Hugo, on discutait, puis on se disait que Hugo pensait avoir deviné là, une espèce de structure pour un tuyau pour le vieux moulin à scie de ce côté-là. C'est peut-être le long de ce chemin-là que tu évoques, là. Oui. Ah ouais, il y avait deux tennis souterrains des Halles. Ah ouais, quand même. Mais probablement que ça ici, là, c'est peut-être une partie de l'entrée du vieux chenal. Là, parce qu'on le voyait sur le plan de 35. Puis là, on est avant 35. Fait que c'est sûr qu'il était là à ce moment-là. Là. Voilà. Enfin. Prochaine. Là. Donc là, j'ai mis plusieurs photos que nous avons à la Société d'histoire de la vie en canot, sans VFI et sans sifflet. Alors, c'était la belle époque. Je ne peux pas dire, là, à moins que vous le deviniez, vous autres, là, à quel endroit ça se trouve exactement. C'est des photos de différentes origines que nous avons là, dans nos différentes collections. Si vous reconnaissez un canot de chez vous, vous nous le direz aussi. Alors, si vous reconnaissez quelqu'un, vous nous le direz aussi. Peut-être, là aussi. En tout cas, il était à mancher dans le bateau pour y aller, hein? On va dire ça. Ouais, c'est ça. Il y avait le chauffeur, le chaperon, puis les deux petits couples, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il a l'air d'avoir trois filles puis deux gars. C'est ça, là. En tout cas, un petit peu, c'est ça. Prochaine, là. Alors, celle-là est datée, c'est juin 1957. Puis si je ne me trompe pas, le gars en avant, c'est Marcel Caron.
Alors, Marcel Caron, le bedeau de l'église de Loretteville, alors qui conduit, alors je dis conduit, là, tu vois comment que je suis habile. Alors, le bateau, le canot, là, à l'avant. Marcel Caron, 1957, bedeau de l'église de la paroisse, là, ici. Plus maintenant. Non, non, il a gagné quelques années en expérience, là, c'est ça. Mais il a été bedeau longtemps. On va dire ça comme ça. Je crois qu'il a creusé des tombes à pelle. Ouais, c'est ça. Alors, toujours Marcel Caron en 1957. Si je ne me trompe pas, il était non seulement Marcel Caron, mais il était en compagnie de Camille Boulay. Alors que plusieurs ont connu ici. Donc, je ne me trompe pas en disant ça français, non? C'est ça. Marcel Caron et Camille Boulay. Donc, Camille Boulay qui a été administrateur à la Société d'histoire avec nous et c'est ça, là, Camille Boulay. Vous le connaissez, hein, Camille Boulay? Oui, c'est ça, on le connaît, on le connaît. Fils de Maurice Boulay, c'est ça, de la Racine. Et de Blanche, là, j'ai un blanc. Non, alors, ça, c'est le domaine Alain. Vrai, hein? Alors, on est juste un peu en bas, là, de chez Cano, là. Puis là, ben, ce domaine-là brûlé, là, vers quelles années, Claude, déjà? On a l'impression qu'on avait déjà essayé de le dire. Ouais, ouais, c'est ça. Toi, t'as pas de souvenir de la bâtisse. OK. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que ça avait brûlé déjà, puis... Ah ouais, OK. Ouais, c'est ça. Donc, c'est eux qui avaient la piscine dont on a parlé un peu en bas, là, à côté du chenal, puis tout ça. Donc, les gens dans le canot, là, pas de VFI, c'est ça, hein? Même affaire. Alain, là, il y avait une manufacture à Saint-Émile, là, si je ne me trompe pas, là, de cuir, là. C'est ça, c'est cette famille-là. Donc, prochaine, donc, encore une fois, là, si vous avez quelque chose dans le canotage, si vous avez quelque chose à dire dans le canotage, dites-le. Alors, donc, trois dames en canot sur la rivière. Il y a peut-être loué chez Canot Légaré. Je sais pas, aujourd'hui, on le sait, là, c'est écrit dessus. À cette époque-là, je ne pourrais pas dire, là. C'est ça. Pour votre plus grand plaisir, que vous reconnaissez quelqu'un dans le canot, en arrière. Vous le connaissez. C'est le frère de quelqu'un dont c'est la fête aujourd'hui. C'est Robert, Robert Martel, à l'arrière. C'est ça, hein, c'est Robert Martel, le frère de Claude. Oui, c'est ça. Comment? C'est lui qui travaillait à l'école, oui, c'est ça. Voilà. Donc, plusieurs canaux, là, comme vous voyez sur la rivière. Robert n'aimerait pas ça, entendre dire que c'est dans les années 40. Mais Robert, il donne son âge sur Facebook, puis là, je dirais que c'est probablement pas dans les années 40. Euh, 60. Ouais, c'est ça. C'est ça. Robert n'est pas ici, ça? Non, il n'est pas ici. Alors, ouais, c'est ça. Prochaine photo. Là, ça, y a quelqu'un qui saurait te dire c'est où? Non, non. Une espèce de colonne en pierre qui tient un petit toit. C'est dur à dire. Qu'est-ce qui est en arrière, là, sur le canot? C'est une saleté ou il y a... On dirait une tête d'Autochtone, là. Non? Oui, Michel? Bonne question. Ça fait combien de temps que Canot Légaré a l'exclusivité sur la rivière? Il n'y a pas d'exclusivité, mais que vous êtes les seuls, par exemple. Ouais. Mais vous n'avez jamais côtoyé une autre famille ou compagnie qui louait aussi en même temps que vous autres, là.
Ouais, c'est ça. Fait que c'était un peu dans la même famille, là. Il y avait d'autres cabanes, mais c'était des familles privées, probablement. C'était pas un commerce. C'est pour ça que sur le cadastre, dans ce coin-là, on voit des petites lignes là, que Jean évoquait tantôt, là. Pas larges, juste pour te donner accès à la rivière, avec un petit lot étroit, là, comme personnellement, là, privément. Ouais, c'est ça. Oui, ben, C'est pas un concurrent, mais Wendake a organisé une mise à l'eau à 2 km de canaux rivière là. Le guérite, c'est un chemin de 300 mètres, une guérite avec des toilettes. C'était ouvert cette année, mais ils l'ont fait l'année passée. Par contre, j'ai jamais vu un cadeau là. Moi, j'arrête, je marche derrière, une mise à l'eau, tout simplement, mais très beau quai. OK. Là, je pourrais pas dire, là. Non, probablement pas. OK. Sinon, ben, tu sais, on peut se mettre à l'eau aussi au boulevard de la Colline, là. Boulevard de la Colline, la ville de Québec a fait au pont Patate, là, une mise à l'eau, là. Ouais, mais à la chute, c'est un peu chaud. Quoique cet été, je marchais dans le canyon, j'ai entendu un bruit bizarre dans la rivière au pied de la chute. C'était quelqu'un qui descendait en kayak. J'ai comme fait un saut, là, mais en tout cas, mon frère Guy m'a dit que ça arrivait, que c'était possible. En kayak, ouais, c'est ça. Ouais, oui. Allez-y, madame. Ben, j'ai pas une réponse claire, mais j'ai compris votre question. Mais j'ai une piste de réponse, là. C'est sûr tu sais, il y a je vais dire une frontière, mais c'est pas une frontière, mais il y a un échange culturel de chaque côté de la rivière. Ça, c'est certain. Il y a plusieurs traces de ça dans l'histoire. Je vous en raconte une très ancienne qui va nous permettre de comprendre tout de suite qu'il y a eu un échange. Je remonte en 1704. Il y en a qui vont savoir à quoi je fais référence. Il y a eu un procès célèbre entre deux personnes qui se sont battues à coups de bâton sur la tête. On le sait parce qu'il y a des documents entre un gars qui s'appelle Nicolas Ledoux dit Latreille. Il habitait sur Saint-Jacques. Puis il est allé faire de son grain au Moulin des Maires. Hein? On a des représentants du Moulin des Maires ici. Là. Le conseil municipal du Moulin des Maires est à l'avant. Il est allé faire de son grain. En revenant, son voisin, à cause d'une chicane qu'il avait eue l'été d'avant avec sa femme, là, à qui il avait donné un coup de fourche, là, je ne sais pas comment, il l'avait attendu en revenant en novembre 1704, puis il l'avait battu en revenant du moulin. Et lui, son alibi, pour dire que c'était pas lui, alors qu'on sait que c'était lui, là, finalement, qui avait donné un coup de bâton, c'est qu'il était chez lui. Et là, l'enquêteur, là, on a tout ça dans l'archive, lui demande, oui, mais qu'est-ce que vous faisiez chez vous? Il disait, je fabriquais des souliers mous. C'est ça qu'il indique en 1704. Nicolas Ledoux dit Latreille, ce n'est pas un autochtone, c'est un fils d'immigrant, c'est un Canadien, donc quelqu'un qui est né ici. Puis déjà en 1704, il y avait un échange, il fabriquait des souliers mous. Des souliers mous, c'est des mocassins. Fait que déjà à ce moment-là, il y avait un échange. Fait que où est-ce que ça commence l'histoire de la capacité ou la connaissance culturelle de fabriquer des canaux? À un moment donné, très tôt dans l'histoire, on ne saurait le dater avec précision, mais c'est sûr que le lien, l'échange culturel des deux communautés va mener à ça. Là, là moi, je ne suis pas un spécialiste. Les spécialistes de canaux, avez-vous. Ouais, on dirait, moi, je pense que oui.
Ici, là. Là, c'est l'opinion d'un spécialiste. Moi, je ne pourrais pas répondre. Il y a M. Gariepi, M. Savard après M. Gariepi. Et puis aujourd'hui, ça tourne autour de ça, pas peur. 6 000, OK. C'est un petit peu d'inflation. Monsieur Savard? Ouais, c'est ça. Ben, les Faber, là, je ne l'ai pas mise là, parce que je parlais des Légarés, là, mais je sais que c'est lié. Là. Mais sur une des pubs qu'eux autres, je ne me souviens plus dans quel journal, c'est écrit fabricant de canaux comme publicité. Mais les Faber étaient aussi liés au Bastien, je pense. Là, je ne sais plus comment, là, mais il y avait un lien là, aussi là, avec les gens de Wendake, là, assurément. Euh, je- Avant de passer à la prochaine photo, je vous raconte une anecdote que j'ai vécue hier soir. Hier soir, c'est une histoire de canot, quand même. Hier soir, j'ai eu le bonheur d'aller au centre Vidéotron voir le match de hockey avec mes enfants puis mon beau-père. Puis en revenant de là, question de me changer un peu les idées de cette partie de hockey un peu spéciale, j'ai j'ai lu le livre que je suis en train de lire. C'est en fait le livre de Jean-François Lisée, la biographie sur René Lévesque et Pierre-Éliott Trudeau. Donc, c'est le premier tome là, de 600 pages. J'ai appris qu'il y en avait trois. Là. Je dis, bon, OK, une lecture de quelques mois. Mais les deux autres ne sont pas prêts. Mais en tout cas, là, je lisais le premier tome avant de m'endormir, là, finalement. Et là, je termine un chapitre là, autour de la page 140, puis tout ça, qui est un extrait d'un texte que René Lévesque a écrit dans un journal étudiant, alors qu'il étudiait en droit, formation qu'il n'a pas terminée, à l'Université Laval, là, probablement au début des années 40, là, avant de devenir correspondant de guerre et de se retrouver à Dachau là, en 1945 et tout ça. Et là, dans l'extrait en question, et là, je fais une parenthèse avant de continuer mon anecdote, René Lévesque a un certain lien avec Loretteville parce que sa première épouse était une dame Lheureux qui habitait dans la vieille maison qu'on retrouve sur la rue Lavallée, là, pas bien loin de chez M. Doré, là, ici présent. Donc, il y a une vieille maison sur la rue Lavallée, dans le bas de la rue Lavallée, dans le bas de Loretteville. Alors, il y a un certain lien avec notre territoire. Et il racontait, là, je ne me souviens pas la formulation exacte, là, mais je vais vous raconter un peu là, le souvenir que j'en ai dans ma lecture d'hier soir. Puis il disait, on commerce là, plein d'affaires là, un peu partout au Québec. Là, puis il dit, et des canaux fabriqués à Loretteville. Donc, il écrit ça au début des années 40. J'ai comme, non, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, des canaux fabriqués à Loretteville. Demain, on parle de canaux. Je montre ça à mon conjoint dans le lit. Et je dis, regarde, on parle de Loretteville. René Lévesque a parlé de Loretteville puis des canaux dans sa biographie. Je pourrais en faire une petite capture, une photo. Là. Je pourrais vous l'envoyer pour vous le montrer. C'est comme un destin du sort un peu. Là, on y revient tout le temps, finalement. Hein? Tu sais, concentre-toi. Alors, on revient tout le temps à Loretteville. Hein? C'est ça qu'il faut se dire. Alors, cette photo-là, là, c'est la famille Doré, là, justement, ici, là, au lac, cette fois-ci. Dans un canot, peut-être de chez vous, peut-être pas, je ne sais pas. Alors, en 1940, si je ne me trompe pas, c'est vos frères, M. Doré, qui sont sur cette photo-là. Je pense que oui. C'est Philippe, Paul, Roger, Bernard. Je pense que c'est ça. Ah. Alors, donc, si je ne me trompe pas, ils sont au barrage du lac. Puis on voit le lac vers le nord. Donc, ce canot-là, ben, fait partie de notre collection de photos de canots, là, on va dire ça comme ça. Je pense que oui. C'est quand ils rouvrent les vannes du lac là, pour vider le lac un peu, là, tout ça. Sinon, on n'a pas beaucoup de choses dans nos archives sur précisément Canot Légaré, mais on en a quand même deux, trois. Je vous en montre la prochaine. Une pub ici, dans le journal Le Loretain. Le Loretain a été publié par les anciens du Collège de Loretteville
Donc, le collège qui se trouvait là, ici à côté, en face de la Racine. Et en 1943 et 1953, on a publié un journal qui d'abord servait à renseigner les gens qui étaient au front de ce qui se passait à Loretteville. Puis après ça, ben, après la guerre, c'est resté comme étant le journal des nouvelles locales. C'est comme la page Facebook de Loretteville en 1943 jusqu'en 1953. Puis on faisait des pubs. Puis là, on n'a pas l'année précise, là, mais Ouellet A. Légaré, louage de canot à la saison, à la journée ou partie du jour. Hein? Route Valcartier, Château d'eau, téléphone 129. Je ne sais pas si on signale 129, si ça répond encore, là. Mais en tout cas, 129. Bon, on avait Mme Durand là, qui venait avant, elle nous disait là, qu'est-ce que ça voulait dire les numéros comme ça, là, Céline Durand là, de la station téléphonique, ça Racine, là, c'était là pour nous expliquer. Oui, c'est avant. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir là, VI, Victoria, avec 4 chiffres. Ouais, c'est ça. C'est bon? Et la prochaine? Alors, cette fois-ci, c'est dans le Loretin, encore une fois. En juillet 1943, c'est des nouvelles de Château-d'eau. Alors, on parle ici de changement de propos, 3 petits points, canot. M. Ouellet Légaré, un de nos sportifs bien connus, a fait construire un abri pour ses canots de location. Avis aux intéressés. Au fait, le canotage semble gagner de la vogue. La chose nous laisse rêveurs. C'est ça qu'on dit. Alors donc, en 1943, juillet, on indique que Ouellet Légaré a construit une cabane pour le louage de canots. Donc, c'est peut-être la cabane là, qu'on disait, là, le quai avec les... C'est ça. Donc, construit en 1954. Ah, en 1943, alors que tantôt, on a vu le plan de 54, c'est ça que je te disais. Sinon, là, on raconte toutes sortes d'affaires de Château d'eau. Ça, c'est les nouvelles de Château d'eau, là. Hein? En haut, entre autres, on parle des shorts. Hein? Les fabricants de shorts voient leurs affaires prospérer de jour en jour. Là, je te rappelle là, que la rectitude religieuse était bien présente dans le journal de Loretin, qui était publié par une institution dans laquelle les frères des écoles chrétiennes enseignaient. Tu comprends? Oui. En effet, ils ont rallongé de quelques pieds leur modeste produit si populaire ici. Les shorts ont tellement pris de l'ampleur qu'ils sont maintenant slack. Alors après, je ne comprends pas là, mon écrit. Voilà une redoutable concurrence à l'homme. Verra-t-on un de ces spectacles à l'exposition provinciale? Oui, c'est spécial. Hein? Alors après ça, on dit de grâce que le beau sexe ne justifie pas cette malicieuse comparaison de Joseph de Maistre lorsque la mode féminine tente d'imiter l'homme. Ouais, je pense que le curé, là, il était présent dans ce texte-là. Ah, c'est ça. Voilà. Sinon, j'ai trouvé, oui, le curé Léger Robitaille de Château-d'eau, puis le curé Dumas de Loretteville. Oui, c'est ça. Ils n'étaient pas d'accord sur la longueur de la short, c'est ça. L'un et l'autre. C'est ça. Pour aller en canot, c'était correct. C'est ça. En hôtel, t'as ton sifflet, ça va bien. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai trouvé ça hein, qui circule sur Internet. Alors, dans un document de la Ville de Québec, là, on a l'histoire des canaux légarés avec des photos là, du monde ici dans la salle qui sont dans la photo, là, c'est ça. Hein? Alors, donc, construction en 1908 de la première cabane. Donc, c'est ça qu'on indique, là. Donc, on soupçonne que c'est vrai, là, ou qu'elle était déjà là, parce qu'on n'est pas vraiment assurément capable de vérifier hors de tout doute. Non, c'est ça, là, tu sais, c'est toi qui l'as produit, ça? Ah oui, c'est cute. Oui, oui, je le sais. Oui, oui. Je me suis permis de prendre juste
cette partie-là pour l'histoire, là, finalement. Donc, 1900, des années 20, deuxième génération et début de la location. 57, troisième génération et début de la vente. 1988, quatrième génération, ça c'est Jean. 2004, déplacement et restauration des bâtiments. 2009, ajout d'un second étage d'atelier. 2011, nouvelle réglementation permettant la navigation. 2018, rénovation majeure du site. Et 2023, cinquième génération, qui est ici présente ce soir, la cinquième génération. Alors, donc, c'est ça avec les photos là, des familles. En haut, complètement, c'est Emma Giroux, Chicago. On s'en souvient. C'est ça. On n'a pas de photo de Joachim Reed. Hein? Vous autres, vous n'en avez pas dans. OK. Non, parce qu'elle a été prise à Chicago, la photo de mariage. Oui. Oui. Ben là, c'est ça que je me demandais. C'est Emma Giroux, mais c'est Antoinette Reed, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ou Giroux Reed, peut-être. C'est ça. C'est Reed. Mais c'est elle, Reed, Légaré, là, on s'en souvient, là. 1925, le 27, ils vont se marier. On s'en souvient? Franchement, garder son nom. Ben, Emma Giroux? Oui, ben, en tout cas, pour la distinguer, là, pour lui donner une identité. Je me suis aussi permis de trouver une photo de Jean en canot. Jean, tu veux-tu nous parler un peu de ce canot en particulier? Oui, oui. Ça, c'est dans une photo d'un reportage de Radio-Canada de 2009. Et c'est écrit en dessous de la photo dans le reportage, un canotier exécutant une manœuvre. On a gardé ici. C'est ça. C'était à l'époque de la canographie, là. C'est les premiers balbutiements. Ouais. Bien. Alors, je me suis permis cette photo-là. Puis, ben, je vais vous indiquer mes sources ce soir. Alors, BANQ, c'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, cartes et plans, BANQ, État civil, j'ai fait des vérifications d'État civil. Ancestry, c'est grâce à ça que j'ai retrouvé le mariage à Chicago en 1894. Généanet, donc c'est un autre site de généalogie sur lequel je suis allé confirmer des informations. La carte de la région de Québec en 1948, le registre foncier du Québec qui m'a permis de valider certaines informations aussi. Divers fonds photographiques de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Donc, toutes les photos de canaux, là, c'est dans nos fonds à nous, dans nos collections. Le fonds de la famille Lagaré, là, les 150 pages de documents notariés que je vais lire à un moment donné dans mes vacances. C'est ça. J'enseigne demain matin à 8 heures. La Ville de Québec, donc le site, la dernière diapositive. Le Loretin, le journal local de 1943-1953, que nous avons entièrement à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles et que nous pouvons chercher là, par mots-clés. BANQ, annuaire Marcotte, donc Bibliothèque et Archives nationales du Québec, les annuaires Marcotte. Et BANQ Ad Vitam, qui est le moteur de recherche des archives, dans lequel finalement, je n'ai rien trouvé, mais que j'ai, pour vous dire que je l'ai cherché pour voir s'il y avait des infos sur l'histoire de la famille, les fondateurs de la compagnie et tout ça. Ceci dit, je vous remercie pour vos témoignages et je vous remercie d'avoir été présente ce soir en si grand nombre. Si vous avez des affaires à nous raconter, on est là. Hein? Toutes les petites informations peuvent être utiles. Par exemple, il y en a-tu qui ont des affaires à nous raconter, qui ont vécu sur la rivière? Là, mon frère Guy va vouloir que je raconte l'histoire de la fois que j'ai fait le canot jusqu'au lac. Là. Parce que quand il y avait eu Canot Légaré, il y avait eu un spectacle, puis il y avait un bar là, à l'événement. Puis à un moment donné, le bar a fermé. Mais moi, avec certaines personnes, Hugues Jacques, entre autres, qui était président de Kabir Kouba et d'autres personnes, on voulait que le bar reste ouvert, puis on a décidé de continuer la fête. Et tout le monde était parti, puis il y avait un canot sur le bord de la rivière. Puis j'ai pris le canot. J'ai dit, on va aller faire du canot, on va avoir du plaisir. Et il devait être 11 heures le soir et j'ai canoté jusqu'au lac la nuit. Ça se fait. J'ai fait ça, moi. Hein?
Et on est revenu au petit matin. Puis comme c'était l'événement canographie, Salut Bonjour était sur la plage. Le lendemain matin, vers 8 heures, quand on arrivait à la suite de cette expédition, qui allait de mieux en mieux plus on avançait, vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Je suis allé jusqu'au lac en canot de nuit. C'est ça, je n'ai pas fait ça par la suite. Là, vous comprenez bien. Comment? D'autres anecdotes sur le canotage? Oui, Éric? Et pendant que ma fille est en train de manger son sous-marin, elle se tourne pour me parler. Et une mouette est venue lui voler son sous-marin. Oui, faut pas nourrir les animaux. Ben oui. Bon, là, j'essaie de stimuler l'information, là. Y a-tu quelqu'un ici qui a quelque chose à nous dire par rapport à la rivière Nelson? Personne n'est jamais allé canoter sur la rivière Nelson. Oui, oui, oui. Non. L'objectif n'était pas d'aller très loin, je pense. On me glisse à l'oreille que l'objectif n'était pas d'aller très loin. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire à propos de ça? Ah, c'est ça, qu'il y a d'autres places. Oui. Il semblerait qu'il y ait eu des expéditions. Allez-y, monsieur, c'est ça que vous voulez nous raconter? Oui, oui. Ah ouais. OK. C'est deux fois. Oui, quand même. Il y a trop de monde, ouais. Ouais. Là, mettons, vous autres, une grosse journée d'été, là, il y a combien d'embarcations sur l'eau en même temps, là? Quand même. Quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Quand même. Vas-y. Ah ouais? Non, c'est ça. Ouais, je comprends. Puis, mettons, là, la saison, là, ça commence quand, puis ça termine quand? Louez-vous encore un peu, là, ou... Ah, ouais, c'est 2 mois. Ouais.
Ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez vécu un peu des problèmes avec le climat dans l'histoire des canaux? Trop d'eau, pas assez d'eau, évidemment. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais, ouais. Sur 2 mois, quand même. Oui, monsieur? Ben, à la passerelle, là, à la plage, là. Oui, oui, c'est ça. Ben là, on en parlait. Il y a des choses à explorer là, dans le petit boisé à côté. Là. Probablement qu'il y avait un autre moulin assis là, ou quelque chose comme. Il y a des fondations dans le boisé à côté de la plage, de la passerelle, là, finalement. Là. Oui. Ouais, il y a eu des noyades là, à cette plage-là, d'ailleurs, là, à quelques reprises. Là, mais c'est clair il y a de quoi, comme sur la carte très ancienne qu'on a vue, là. Tu sais, à un moment donné, on fera ça, là, répertorier toutes les usines, industries, moulins, etc., là, qui fonctionnaient avec l'eau, là, de la chute jusque chez les canaux et peut-être même plus haut, là, à voir, là. Mais il y avait plein, 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 plein d'industries, là, de chaque côté de la rivière, clairement. Puis à l'endroit de la passerelle là, ou la plage, là, c'est ça. Où il est interdit de se baigner, là, mais où plusieurs personnes se sont baignées dans leur jeunesse, bien sûr. Oui, c'est ça. C'était en bas de la prise d'eau, là, parce qu'on ne peut pas se baigner en haut de la prise d'eau pour ne pas polluer l'eau là, de la prise d'eau. Ouais, c'est ça. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup tout le monde. Ouais, non, c'est vrai. J'ai pas de mérite et je vous annonce notre prochaine conférence qui aura lieu le premier mercredi de novembre, le 5 novembre. Et je vais parler à ce moment-là d'un don magnifique que nous avons eu à la Société d'Histoire, d'un descendant d'Henri Ross qui avait une tonne de choses sur l'histoire de sa famille, des photos anciennes, des nouvelles, des textes qui ont été écrits et eux ne voulaient pas les garder. Ils nous ont contactés, ils nous ont remis tout ça. Alors, il y a plein de choses qu'on n'a jamais vues dans ce don-là et je vais tenter d'utiliser les pièces les plus marquantes pour vous montrer ce don magnifique que nous avons reçu. Et je remercie, avant qu'on quitte, la famille Légaré, leur présence, là, tous les membres de la grande famille Légaré qui étaient ici présents. Puis, je fais des petites capsules à la radio là, maintenant. Là. Il y en a peut-être quelques-uns qui m'ont entendu. Puis, ma première capsule, c'est mon ancien étudiant, l'animateur de la radio. Là. Je suis prof de cégep dans la vraie vie. Là. Puis, je parlais du tuyau d'eau. Là. Ma première capsule, c'est le tuyau d'eau de la ville de Québec. Puis là, je dis, ça a permis le tuyau d'eau, la prise d'eau de canoter le lac. Puis, il m'a dit, pas canot légaré. Ben oui, Cano Légaré. Je dis, arrête, Cano Légaré. Je dis, ben oui, Cano Légaré. Il n'en revenait pas, là. Tu sais, un gars de Lévis, là, on sait bien, là, mais je veux dire, il n'en revenait pas. Là. Je dis, tu sais, Québec existe parce qu'il y a Loretteville, là. Tu sais. On l'a vu toute la soirée, on a compris ça toute la soirée.
Merci à toutes et tous. Si vous pouviez nous aider à plier les chaises, ceux qui peuvent.